Bonjour à toutes et à tous. Alors juste petit préambule, cette vidéo est enregistrée, donc si vous ne souhaitez pas être visible sur le Zoom, vous pouvez éteindre votre caméra, même changer votre nom si vous ne souhaitez pas que votre nom apparaisse. Merci de nous rejoindre ce soir pour ce webinaire intitulé Covid-19, vaccins et variants. C'est le second webinaire sur ce thème que nous organisons au sein de l'Association française du monde ADFE, dont je fais partie. Je suis Milka Pantelic, j'habite à Seattle et je vais animer ce webinaire avec l'aide de Odile Lavaux qui est aux manettes techniques. Merci beaucoup Odile. Alors, nous recevons la docteure Morgane Roland. Bonjour et merci Morgane. Donc, Morgane est virologue française. Elle dirige une unité de recherche spécialisée dans le développement de vaccins auprès de l'Institut sur les maladies infectieuses du département de la Défense des États-Unis à Washington. Elle est spécialiste de l'évolution des virus et du développement de vaccins. Ça tombe bien. Je précise qu'elle fait cette intervention à titre personnel. Alors, pourquoi ce séminaire? En fait, nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous poser des questions sur les mois à venir, notamment avec les vacances et le retour éventuel en France ou les départs en vacances. On se pose aussi pas mal de questions parce qu'on voit ces situations très très compliquées comme en Inde par exemple. Et donc l'idée de ce webinaire, c'est vraiment de faire un point sur l'état actuel de la pandémie et aussi de rappeler quelques faits importants sur les vaccins, en tout cas qui sont autorisés. Bien entendu, nous consacrerons une grande partie du webinaire à répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à indiquer vos questions directement dans le chat et je pourrai les récupérer au moment de la session de questions-réponses. Morgane, merci. On est ravis de t'avoir avec nous. Je te cède la parole. Je crois que tu as quelque chose à présenter. Ouais, bonsoir à tous et merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc oui, je parle avec l'expertise que j'ai par rapport à mon expérience professionnelle, mais je parle à titre privé et en tant qu'amie de la section de ADFE de San Francisco. Parce qu'on est tous, moi aussi je suis au dehors de mes activités professionnelles, je fais partie aussi de cette association Washington. Et je suis aussi une ancienne résidente de Seattle. J'ai vécu 6 ans à Seattle il y a quelques années. Donc, je voulais commencer par présenter quelques diapos pour juste décrire quelques trucs. Donc, premièrement, peut-être faire un point sur la mortalité qui est liée aux maladies infectieuses, parce que c'est quelque chose qu'on a oublié. Donc là, c'est la courbe de mortalité lors du siècle dernier. Et on voit en gris, c'est la courbe de toutes les causes de mortalité, et en rose, c'est la courbe liée aux maladies infectieuses. Et on voit que les maladies infectieuses ont vraiment diminué au cours du siècle dernier, mais on voit un pic ici pour la grippe de 1918, la grippe espagnole. Et il y aura probablement, pour les gens qui regarderont la même courbe dans un siècle, ils verront sans doute un pic pour la Covid-19. Donc, les maladies infectieuses, je voulais donner juste très, très brièvement, en fait, comment on répond à un agent infectieux inconnu. Donc, il y a une réponse innée au début qui sert juste à essayer de se débarrasser du pathogène sans que ce soit vraiment spécifique. Et ensuite, il y a une réponse qui correspond aux cellules B et aux cellules T, en fait. Et donc, ce dont vous avez entendu parler, sans doute par rapport à la réponse des anticorps, qui vont être spécifiques à un virus. Et la réponse à cellule T, c'est pareil. C'est une réponse spécifique au pathogène qui est rencontré. Et c'est des réponses qui vont nous permettre d'avoir une immunité en mémoire, qui ensuite, quand on rencontre un autre pathogène, on est capable de reproduire une réponse et de réagir plus rapidement pour contrer cette infection. Et c'est vraiment le principe du vaccin. Et en étant vacciné,
on permet ensuite de ne pas avoir ce délai de réponse. Parce que quand on rencontre un agent infectieux la première fois, il y a un temps de latence avant que notre corps réagisse contre cet agent infectieux. Et en étant vacciné, on permet de réduire ce temps de latence. Et il y a aussi, par rapport au vaccin, il y a aussi, la plupart des vaccins fonctionnent avec 2 doses. Donc, on a une première réponse qui ensuite va, suite à la première injection, la première dose de vaccin, et ensuite on attend que cette réponse diminue un petit peu, et il y a une deuxième dose de vaccin qui permet d'avoir une réponse qui est beaucoup plus élevée. C'est ce qu'on voit par exemple, là c'est sur le vaccin Moderna, où on voit la réponse après la première dose, et puis ensuite une réponse après la deuxième dose qui est beaucoup plus élevée. Là, c'est tout petit, mais là, c'est les anticorps neutralisants. Là, c'est tous les anticorps. Donc, il y a une réponse déjà après la première immunisation et qui est encore augmentée par le rappel. Donc, c'est juste un message pour dire qu'il faut vraiment aller faire sa deuxième dose de vaccination si on veut avoir une réponse plus élevée et puis surtout à plus long terme. Si on revient à ce qu'étaient les vaccins avant 2020, en fait, on mettait beaucoup de temps à produire un vaccin et à chaque fois qu'il y avait un nouveau vaccin, on était content d'avoir réussi à produire un vaccin en un temps plus court. Et en 2019, quand il y a eu un premier vaccin Ebola qui a été autorisé, on était très content d'avoir un vaccin Ebola produit en moins de 4 ans. Mais c'est parce que vraiment, il y a différentes étapes, parce que la première règle pour produire un vaccin, c'est la sûreté avant l'efficacité du vaccin. Donc, il y a pas mal d'étapes, ce qu'on voit avec les phases 1, phase 2, phase 3, pour s'assurer de l'innocuité du produit et ensuite de son efficacité. Sur le Covid-19, il y a vraiment eu un effort, parce que c'était une pandémie incroyable, il y a vraiment eu un effort énorme pour essayer de raccourcir tous les temps qui sont souvent des temps administratifs ou des temps de recherche de financement pour compresser tous ces temps-là, parce qu'il n'y a vraiment pas eu il y a eu un investissement extraordinaire qui a permis d'outrepasser tous les délais qui font qu'on avance plus lentement. C'est totalement extraordinaire. Donc, si on regarde un petit peu le déroulé sur l'année 2020, on a eu la séquence du virus le 10 janvier. Donc, à partir du 10 janvier, on savait que c'était un coronavirus, on savait que c'était un virus nouveau, un nouveau coronavirus. Et donc, c'est à ce moment-là que les entreprises qui développent des vaccins ont commencé à produire un vaccin sur la base de cette séquence. Et pour le vaccin Moderna, en 42 jours, en fait, ils ont réussi à produire un candidat vaccin et ils ont commencé à faire des essais cliniques chez des macaques pour voir si ce candidat vaccin induisait une réponse immunitaire. Il y a ensuite très rapidement eu des essais de phase 1, phase 2, et avec le résultat de phase 3 en décembre, où là, ça s'est joué à 2 jours, mais c'est Pfizer qui a eu l'autorisation temporaire en urgence avant Moderna. Moderna l'a eu le 18 décembre, je crois. Mais si tout ça a été possible, c'est vraiment grâce à un investissement colossal, des financements publics pour ces entreprises, avec près en 2020, il y avait plus de 14 milliards de dollars qui ont été investis par le gouvernement américain pour essayer de produire ces vaccins. Et la stratégie dès le début, c'était en fait d'utiliser différentes stratégies vaccinales. Donc, il y avait les vaccins ARN, donc c'est Moderna et Pfizer BioNTech. C'était des vaccins qui n'avaient jamais été produits à cette échelle avant. Donc, c'était une stratégie où on se disait que ça allait pouvoir être rapide, mais on ne savait pas si ça allait fonctionner vraiment, parce que ça n'avait jamais été c'était jamais arrivé jusqu'à l'aboutissement d'un produit final chez l'homme, en fait. Après, il y a les vecteurs
adénoviraux. Donc là, on utilise un vecteur qui est une sorte de cheval de Troie, un virus commun de rhume pour faire ce virus exprimer une fois la protéine du coronavirus, la protéine Spike, qui est la même base dans tous les vaccins. Ça, c'est les vaccins AstraZeneca et Janssen qui utilisaient cette méthode. Et l'autre stratégie, c'était les protéines recombinantes. Donc ça, c'est une stratégie plus ancienne. Les vaccins adénoviraux, par exemple, le vaccin Ebola, c'est un vaccin à vecteur adénoviral. Donc il y a déjà des vaccins qui ont fonctionné comme ça. Les stratégies protéines avec une protéine recombinante, ça met plus de temps à être produit, mais il y a beaucoup de vaccins qui existent comme ça, donc on savait que sans doute que ça fonctionnerait en fait, mais on savait aussi que ça allait prendre plus de temps. Donc c'est la stratégie de Novavax et Sanofi GSK. Pour l'instant, on n'a pas encore, ces vaccins ils sont encore en phase 3. Enfin, Sanofi n'a pas encore vraiment commencé la phase 3. Donc, on aura ces vaccins certainement cet été, cet automne. Et c'est des vaccins qui aussi, au niveau du coût, seront plus bas parce que les Moderna et Pfizer ont un coût plus élevé. Après, dans d'autres parties du monde, il y a des vaccins à virus inactivé. C'est par exemple le cas de Sinovac, mais ce n'est pas une stratégie qui avait été retenue aux États-Unis. Pour l'efficacité, donc c'est totalement incroyable et remarquable. Moi, mon expérience professionnelle, c'est surtout sur le virus du VIH, SIDA. Donc, on n'a toujours pas de vaccin. Donc, de voir des taux d'efficacité comme ça, c'est assez exceptionnel. Il y a un petit peu moins d'efficacité pour d'autres vaccins, mais sur l'efficacité contre les décès ou les formes sévères, l'efficacité est beaucoup plus élevée pour tous ces vaccins, avec 100% par rapport à la mortalité. Maintenant, on a aussi des données, là c'était les données d'efficacité, c'est des données sur des essais cliniques qui incluent 30 à 40 000 personnes. Maintenant, on a aussi des données dans la vie réelle. Et donc, ces vaccins, maintenant, ont été distribués. Il y a plus d'1 milliard de doses qui ont été distribuées. Donc, on sait que ces vaccins ont aussi une efficacité réelle. Là, c'est les premières données qui ont été obtenues. C'est en Israël, parce qu'Israël a massivement vacciné la population le plus rapidement possible. Et on voit les mêmes résultats d'efficacité à plus de 90%. Je voulais juste faire un petit point sur les vaccins à vecteur adénoviral, donc AstraZeneca et Janssen, parce qu'on en a entendu parler beaucoup dans les médias récemment par rapport au fait qu'il y avait des cas de thrombose avec ces vaccins. Et ici, ce qui a conduit, une diapo de la présentation qui est publique du comité qui a donné l'approbation pour continuer à vacciner avec Janssen aux États-Unis. Et c'est juste pour montrer qu'en fait, oui, il y a des cas de thrombose, mais par rapport, le bénéfice-risque reste nettement en faveur du vaccin. Et donc, on continue à avoir ce vaccin comme un moyen de contrôler l'épidémie. Je voulais aussi parler un petit peu de l'émergence des variants. Donc, on a beaucoup de variants et de plus en plus, et ça va continuer, et on va continuer à en avoir plusieurs. Pour l'instant, ces variants, les vaccins actuels arrivent à contrecarrer ces variants par rapport à ce qu'on a maintenant et les vaccins qu'on a maintenant. Évidemment, il y aura d'autres vaccins qui vont être produits pour répondre spécifiquement à certains variants futurs. Aussi, alors, je voulais aussi montrer ici l'infection par rapport à la vaccination.
Donc, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est la réponse contre plusieurs différents virus. Donc, on teste la neutralisation. En fait, on prend le sérum de gens qui ont déjà été infectés, donc qui sont convalescents, qui ont été infectés un petit peu avant, et on teste au laboratoire si ils ont des anticorps qui peuvent neutraliser le virus. Donc là, on voit qu'ils ont des anticorps qui peuvent neutraliser le virus. Et là, c'est le niveau des gens qui ont déjà été infectés, mais avant leur vaccination. Après, quand ils sont vaccinés, on voit qu'ils ont un taux de réponse d'anticorps qui vont les protéger contre les infections qui est beaucoup plus élevé. Si on regarde chez les gens qui n'ont pas été infectés avant leur première vaccination, évidemment, ils sont à 0. Et après, ils ont une réponse qui va les protéger contre l'infection. Et je voulais montrer que vraiment, pour les gens qui ont été infectés avant et qui hésitent à se faire vacciner, on voit que la réponse qu'on a quand on a été infecté, elle n'est pas forcément si élevée que ça. Il y a des gens qui ont été infectés qui n'ont pas vraiment d'anticorps ou qui ont des anticorps qui ne résistent pas très longtemps. Et donc, il faut, même quand on a été vacciné, je pense que c'est beaucoup mieux d'être infecté même quand on a été infecté, c'est beaucoup mieux d'être vacciné parce que ça permet d'avoir en fait une réponse beaucoup plus élevée. Et pour finir, je voudrais juste montrer en fait on a des vaccins remarquables, mais maintenant le challenge, c'est vraiment que tout le monde soit vacciné. Et aussi, évidemment, à l'intérieur, pour nous aux États-Unis, mais aussi globalement, parce qu'on ne va pas contrôler ce virus, il circule partout dans le monde et on ne pourra pas contrôler l'épidémie sans contrôler l'épidémie pour nous ici, sans contrôler l'épidémie partout. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait aussi des mesures de justice sociale pour l'équité dans la distribution des vaccins. Voilà, c'est à peu près, j'espère que je n'ai pas été trop long, on va pouvoir passer aux questions. Merci beaucoup. Morgane, effectivement, m'a posé aux questions. En fait, on en a déjà reçu un certain nombre. Je voulais évacuer, enfin, je dis ça comme ça, mais une question un peu généraliste et auquel je pense, à laquelle tu auras du mal à répondre, mais je la pose quand même. On a eu beaucoup de questions avant donc le webinaire qui sont un peu similaires. Est-ce qu'il est conseillé de rentrer en France, de voyager cet été ou de partir en vacances? Est-ce que c'est risqué? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que c'est déconseillé quand on est vacciné, par exemple? C'est assez généraliste, mais on en a eu beaucoup des comme ça. Oui, ben, je pense que le but de vacciner tout le monde, c'est un peu qu'on reprenne une vie normale. Donc, évidemment, ce n'est pas parce qu'on est vacciné qu'il faut décider qu'on n'utilise plus aucune des règles, les autres précautions. Mais je pense que oui, moi j'espère pouvoir voyager cet été aussi. Mais évidemment, en faisant toujours, en gardant certaines précautions quand même. La deuxième question qui est revenue très souvent aussi, c'est je suis vaccinée, est-ce que j'ai besoin de fournir le test PCR avant mon vol? Alors, je crois pas que c'est pas encore complètement officiel, mais normalement, je pense qu'à partir la règle, si le passeport sanitaire, s'il est mis en place, si on parle pour l'Europe, après c'est différent, chaque pays peut mettre des règles différentes, mais les pays qui ont réouvert aux touristes, si les gens ont la preuve de vaccination et vaccination avec des produits qui sont autorisés et aux dates normales et les 2 doses quand c'est un vaccin avec 2 doses et 2 semaines après la deuxième dose, normalement on n'a pas besoin de faire le test PCR. Mais ça va dépendre il faut regarder avant de voyager ce qui est demandé par chaque pays parce que chaque pays continue encore à avoir une sorte d'autorité pour faire ces décisions. Mais normalement, s'il y a le pass sanitaire, les discussions en Europe, c'est un pass sanitaire où ce serait soit les 2 vaccinations avec plus de semaines ou test PCR ou certificat
d'avoir été infecté avant. Oui, c'est ce que j'avais regardé, je vois que c'est en cours. Mais en tout cas, pour l'instant, pour juste répondre à ceux qui voyagent dans les prochains jours, pour l'instant, la règle, c'est de présenter un test PCR, même si vous êtes vacciné. Pour l'instant, cette règle n'a pas changé. Et en tout cas, c'est mouvant. C'est-à-dire que c'est une situation qui est en discussion, c'est ce que tu expliques, et que ça risque de changer dans les semaines à venir. Donc, c'est à chacun de se renseigner auprès du site du consulat ou de diplomatie.gouv.fr pour voir un peu, pour le retour en France, hein, je parle du retour en France, pour voir si en fait, le test PCR sera absolument nécessaire. C'est bien ça. Mais ce sera vraiment pour l'été, quoi. Et si on a des enfants qui n'ont pas pu se faire vacciner, eux seront donc soumis, s'ils ont plus de 11 ans, au test PCR. Je crois, ça changera. Oui. Alors, d'autres questions, et après je vais prendre les questions donc, du chat. Est-ce qu'on peut mélanger Pfizer et Moderna ou Pfizer et AstraZeneca? Voilà, j'ai eu quelques questions de ce type-là. Le mélange des différents vaccins. Notamment, une personne disait, mais c'est complètement, pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas les vaccins puisqu'on a des pénuries de vaccins, c'est difficile d'avoir exactement le même vaccin, donc pourquoi est-ce qu'on ne mélange pas? Alors, ton avis sur la question? En fait, donc, les autorisations sanitaires, elles viennent seulement après que les choses aient été testées, en fait, et qu'on ait des données. A priori, il n'y aura pas de problème, mais pour l'instant, ces essais cliniques n'ont pas été effectués parce que chaque produit a été testé séparément et après, il faut faire d'autres études pour les tester l'un après l'autre. A priori, il n'y aura pas de problème. Et même en vaccinologie, souvent utiliser deux méthodes différentes. Enfin, par exemple, un vecteur viral et après une protéine recombinante ou Moderna et une protéine recombinante. Mais bon, normalement, il ne devrait pas y avoir de contre-indication. Mais c'est le genre de truc qu'il faut vérifier auprès du site où s'ils autorisent à le faire. Il faut s'assurer que c'est autorisé, mais pour l'instant, parce qu'on sait que les gens vont le faire. Aux États-Unis, c'est immense, les gens déménagent, voyagent. Il peut arriver que s'il n'y a pas un autre vaccin, mais après, ouais, c'est pas. Donc en fait, c'est en cours, c'est donc une recherche qui est en cours, mais a priori, ça serait tout à fait. Ce sera possible, mais pour l'instant, il n'y a pas les études, mais il y a des études en cours pour faire toutes ces combinaisons. Alors, j'ai deux questions sur le chat qui sont un peu identiques. Comment est-ce que tu expliques la réticence de certaines personnes concernant le vaccin et pourquoi d'autres vaccins ont été plus facilement acceptés que celui-ci? C'est une grande question, mais… Oui, c'est une question compliquée. C'est vraiment compliqué, en fait, la réticence au vaccin. C'est assez étrange aussi entre… Avant, il y a 6 mois, tout le monde disait on ne prendra pas de vaccin à ARN parce que c'est nouveau. Et maintenant, tout le monde veut des vaccins à ARN parce qu'ils ont une efficacité remarquable. Je pense qu'il y a eu un problème de communication aussi dans le message au début, probablement, par rapport à l'hésitation anti-vaccin. Après, ouais, c'est des comportements qui sont difficiles à comprendre. Quand on voit la mortalité, pour moi, c'est vrai que quand on voit la mortalité liée au Covid, ça paraît voir les produits qu'on a aux États-Unis, où on a quand même la chance d'avoir des autorités de santé où c'est très strict en fait pour autoriser un vaccin. On a accès à toutes les données. Ils prennent les décisions, on peut voir toutes les décisions qui sont prises, on voit le vote de chaque personne. Donc, on a quand même beaucoup de données. Donc, c'est vrai qu'on peut être… rassuré, en fait, en quelque sorte, sur le processus. Et en fait, pour ceux qui arrivent en cours de route, effectivement, tu expliquais juste avant que finalement, toutes ces phases se sont faites un peu en parallèle, mais qu'aucune phase n'a été faite à la légère, faite de façon… Ça s'est fait, ça a été un processus accéléré, mais toutes les règles, c'est toujours la sécurité qui prime et s'assurer de l'innocuité du produit, en fait.
On a quelques questions qui reviennent sur le Spoutnik. Est-ce que tu peux nous en dire vraiment 2 mots, parce que ce n'est pas forcément l'objet, parce que tu n'as pas non plus une connaissance, tu n'as pas accès à certaines données apparemment, mais oui, et puis le Spoutnik, c'est pas un des produits où il y a le plus de données, c'est clair. Donc c'est le vaccin à vecteur adénoviral produit par la Russie. C'est un adénovirus 5. Donc, c'est la même stratégie vaccinale que Janssen, qui est autorisé aux États-Unis, ou AstraZeneca, qui est autorisé en Europe. Par contre, je crois pas, ils n'ont pas fait de demande d'autorisation pour les États-Unis. Il y a des données où le Brésil, par exemple, ne veut plus l'autoriser, ne veut pas l'autoriser parce qu'ils ont découvert que, en fait, apparemment, il n'était pas vraiment, il se répliquait ce vecteur, donc leur vecteur adénoviral, donc ce qui serait vraiment un énorme problème. Donc ouais, non, il n'y a pas, évidemment, on est vraiment très privilégié aux États-Unis en fait d'avoir les meilleurs produits. Je ne suis pas sûre, pour l'instant, on n'a pas de données qui suggèrent enfin, pour moi, si vraiment, si le vecteur adénoviral se réplique, il y aura, c'est pas possible, quoi. Donc, c'est bien aussi que tu rappelles, et tu l'as rappelé tout à l'heure, qu'ici, on a quand même des vaccins dont l'efficacité est de 95%, ce qui, d'après tous les médecins et les virologues que j'ai pu rencontrer, c'est une chance exceptionnelle, en fait. C'était plus que ce que vous aviez espéré. J'ai quelques questions qui se recoupent sur le booster, le fameux booster. On me demande est-ce que c'est juste un coût commercial, financier. Donc, je voudrais que tu évacues cette question. Est-ce que ce sera nécessaire à l'avenir pour les variants qui viennent? J'ai vu aujourd'hui que Moderna avait fait un tweak, un nouveau petite modification du vaccin Moderna pour l'adapter à des variants. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que ce sera à 6 mois, 12 mois? Est-ce qu'on sait tout ça? Pour l'instant, on ne sait pas parce qu'on n'a pas forcément assez de recul pour savoir si on en aura besoin, si on en aura vraiment besoin. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles on pourrait en avoir besoin. La première, c'est si la réponse immunitaire est vraiment trop et devient très basse et on a des informations comme quoi on n'a pas de réponse mémoire suffisante. Donc là, il faudrait un autre rappel, ou alors si il y a des variants qui contrecarrent l'efficacité du vaccin, et donc il faudrait un vaccin réadapté, comme on fait pour la grippe en fait, où on change, on adapte le vaccin contre la grippe au virus qu'on attend pour une saison spécifique. Donc là, Moderna, comme les autres entreprises, en fait, prépare des variants différents. Il y a des études précliniques qui montrent une très, très bonne réponse. Mais c'est vraiment, pour l'instant, ça va dépendre de combien de temps notre immunité dure. Et puis, franchement, il y a aussi la question globale. Parce que pour le moment, le but, c'est de réussir à vacciner 20% de la population dans le reste du monde. Et c'est quand même des taux extrêmement bas. Donc, il y a ça aussi. Je pense qu'il y a aussi un enjeu global, à savoir comment répartir les doses de vaccins qu'il y a. Du coup, je reviens sur ce que tu disais. Est-ce que tu peux juste... je sais que c'est compliqué de synthétiser ça, mais par rapport aux variants existants, et notamment là je parle des États-Unis, puisque bon, la plupart des gens qui nous écoutent sont aux États-Unis, est-ce que Moderna et Pfizer, et aussi d'ailleurs Johnson & Johnson, est-ce qu'ils sont efficaces face par exemple au variant anglais qui est prédominant aux États-Unis? Quid en fait du variant brésilien, donc je dis brésilien, pardon, alors donc je n'ai pas les noms des... Je ne veux vexer personne, mais donc le variant brésilien, pardon, le variant sud-africain, est-ce que tu peux nous dire si on est protégé quand on s'est fait vacciner avec Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson aux États-Unis et à quel niveau on est protégé? Donc en fait, le variant,
tous les vaccins actuels sont basés sur le même virus, le premier virus ancestral, juste la première souche qu'on a eue. Depuis, donc, il y a différents variants. Maintenant, le variant le plus fréquent aux États-Unis, c'est B117, le variant britannique. Il n'y a pas vraiment de différence dans la protection par rapport à B117 avec les vaccins qu'on a aux États-Unis. Pareil pour le variant P1, qui est du Brésil. Ces variants sont encore à une faible proportion aux États-Unis. Il y a juste 2-3% pour l'instant de P1. La même chose pour B1351, donc le variant d'Afrique du Sud. C'est celui-là qui a probablement un effet le plus important. Mais pour l'instant, on n'a pas de preuve comme quoi ça empêche. Enfin, l'efficacité reste sur les formes sévères et la mortalité. Il y a peut-être plus d'infections donc l'efficacité sur le risque d'être infecté est peut-être moindre avec B1351. Franchement, c'est pas complètement sûr. Et de toute façon, il n'y a pas sur la mortalité, il y a encore la même efficacité ou sur les formes graves. Donc, juste pour bien comprendre là, en tant que néophyte, ce que tu dis, c'est que sur toutes les formes donc graves et la mortalité, nous sommes protégés face à ces nombreux variants. C'est plutôt en termes de transmission et aussi peut-être de formes légères que là, quand tu dis ça, tout à l'heure, tu disais ça a une action plus importante, c'est-à-dire que le variant donc, qui d'Afrique du Sud aurait peut-être qui ne serait pas bloqué complètement. De nos vaccins, quoi. C'est ça. Probablement, possiblement. Mais c'est pas encore, on ne sait pas. De toute façon, il y a peu de variants B1351 à circuler aux États-Unis, donc on n'a pas vraiment de données par rapport à ça. Mais c'est vrai que le but de ces vaccins au début, c'était vraiment d'empêcher la mortalité, d'empêcher le développement des formes symptomatiques sévères, en fait, pour s'assurer que les systèmes de santé pouvaient contrôler la situation et tout ça, pour qu'on ne se retrouve pas dans une situation comme en Inde. J'ai une question sur le variant en Inde. Est-ce que on sait, on a plus de connaissances sur ce variant? Est-ce que c'est un variant spécifique déjà? Qu'est-ce qu'il a de différent? Parce qu'apparemment, il a une double mutation, de ce que j'ai cru lire. Oui, il a même plus qu'une double mutation. Je crois que la double mutation, c'est une double mutation sur le récepteur, en fait. Donc, le virus et la protéine spike qui permet l'entrée dans les cellules s'attache sur un récepteur, et donc il y a une petite région du virus qui est vraiment critique pour permettre l'entrée, et donc quand il y a des mutations à cet endroit-là, elles sont souvent importantes. On l'appelle double mutant parce qu'en fait c'est une mutation qu'on trouve surtout le sud-ouest des États-Unis, Californie et Arizona, le L452R, et puis la mutation E484Q, et le site 484 est muté aussi sur les variants d'Afrique du Sud et du Brésil. Mais il y a d'autres mutations en plus qui probablement font que ces variants, parce qu'il y a différents variants de cette même famille, en fait. C'est des familles de variants avec des mutations spécifiques au sein de chaque variant. Ouais. On va laisser la parole, je vois que des gens lèvent la main, on va laisser la parole à quelques personnes. Là, je récupère les questions qui sont déjà sur le chat. Sur l'Inde, une bonne question, et tu avais un peu évoqué ça en disant que c'était absolument nécessaire d'avoir en fait une solidarité internationale envers le monde sur ces questions-là, parce que de toute manière, si tout le monde ne se fait pas vacciner, de toute manière, les pays, entre guillemets, développés ne sortiraient pas non plus de cette situation, donc il faut qu'on puisse être en solidarité. Quelle est l'incidence de ce qui se passe en Inde par rapport au reste du monde? Comment est-ce que tu vois les conséquences de ce qui se passe en Inde un peu partout pour tout le monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis?
Bon, je pense que bon, c'est le virus, il y a déjà le virus a déjà circulé, donc le variant, il est déjà, on l'a déjà en Europe ou aux États-Unis, ce variant indien ou en Australie ou ailleurs. Hem, je pense que oui, la situation, il y a évidemment la situation en santé publique et par rapport au système de santé, mais il y a aussi la situation par rapport, si on pense à nos intérêts propres, il y a beaucoup de vaccins qui sont produits en Inde. Donc pour l'Europe, les vaccins AstraZeneca étaient produits vraiment en Inde, donc il y aura probablement aussi des... Parce que le plus gros problème par rapport aux vaccins maintenant, pour l'instant, c'est vraiment la production, en fait, de réussir à les produire en quantité suffisante pour tout le monde. Ce qui est encore... en Inde, ils ont quand même pareil, ils ont très peu de la population qui est vaccinée. Donc, ça va être très, très difficile, là, dans l'état où est le système de santé actuel pour faire face à l'épidémie, de se dire qu'ils vont avoir des gens pour juste vacciner, en fait, la population. Mmh. J'ai quelques questions sur les différents vaccins, notamment l'efficacité des différents vaccins. Bon, on a un peu évoqué ça, mais c'est vrai qu'on voit les chiffres, 95% pour Moderna et Pfizer à peu près, et ensuite ça descend pour Pfizer ou AstraZeneca. Qu'est-ce que toi, tu peux dire en tant que spécialiste du sujet? Est-ce qu'on doit attendre d'avoir le Pfizer à tout prix ou est-ce qu'on prend le vaccin qui est disponible? Et là, je te donne une forme de réponse dans la question, pardon, mais je l'ai tellement entendue, cette question. Ouais. Donc, en fait, le problème, c'est que on ne sait pas encore quel est le niveau de protection qui est absolument nécessaire, en fait. Et parce que, quoi qu'il en soit, donc là, c'est sur les formes symptomatiques, mais sur la mortalité ou les formes sévères, il y a une efficacité plus importante. Donc, c'est ça qui est déjà complètement fondamental. Après, on saura bientôt probablement quel est le niveau d'anticorps, par exemple, ou s'il y a un corrélat de protection. Donc, une réponse, un marqueur biologique qui nous permettra de dire il faut avoir au moins ce niveau-là. Et donc là, on aura un critère plus spécifique pour donner un rang, si on veut, à ces vaccins. Après, c'est vrai que bon, moi, je sais que j'ai recommandé à ma mère de se faire vacciner par AstraZeneca parce que c'était tout ce à quoi elle avait accès. Donc, il y a quand même un avantage de toute façon à être vacciné par rapport à ne pas être vacciné. D'autant qu'on peut avoir des boosters par la suite qui seront des boosters d'autres types. C'est ce que tu expliquais il y a une dizaine de Possiblement. Pour l'instant, c'est pas pour l'instant ici, ils recommandent quand même de continuer avec la avec le deuxième. même accent. C'est vrai qu'on est privilégié ici, où on peut en gros choisir quand même le vaccin qu'on veut. J'ai une question. Pourquoi est-ce que les deuxièmes injections sont plus intenses chez certaines personnes que les premières? Bon, ça fait peur à tout le monde. Moi compris, je vais me faire vacciner ma deuxième dose dans quelques jours et j'ai peur des effets secondaires. C'est vrai qu'apparemment, oui, il y a à peu près la moitié des gens qui ont des effets secondaires sur la deuxième dose. Donc, c'est le graphique que j'ai montré au tout début. En fait, la réponse immunitaire après la deuxième dose, elle est beaucoup plus élevée. Donc, le moyen positif de voir ça, c'est qu'en fait, notre corps réagit plus et fait plus d'anticorps qui vont nous protéger après. Mais oui, c'est pas drôle sur le moment, apparemment. Alors, on va prendre des questions un peu en direct. Donc, André Géziek, je l'ai bien prononcé. Oui, oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Bonjour, merci, c'est très intéressant. Alors j'ai une question toute simple. Est-ce qu'on sera obligé d'être vacciné pour rentrer en France cet été, oui ou non? Donc, à mon avis, c'est si on peut se faire vacciner, il faut se faire vacciner. Autrement, non, je pense que les règles resteront les mêmes. On peut rentrer avec le test PCR ou un certificat de l'infection auparavant.
Donc le vaccin, le passeport, c'est pas pour tout de suite alors, le passeport des vaccins. Pour l'instant, je crois que ce qui est en discussion, c'est un passeport sanitaire. C'est un passeport qui engloberait à la fois les vaccins et le test PCR. D'accord. Ouais. Je vais envoyer un lien à ceux qui sont intéressés. Faites-vous vacciner. Mais donc ce passeport, ce serait que pour le Covid-19 et toutes les autres maladies, ça n'a pas d'intérêt pour le passeport? Pour l'instant, donc la pandémie, c'est le Covid-19. C'est ça qui a en ce moment le plus gros impact et qui nous fait qu'on n'a plus une vie normale. Les autres infections, elles sont plus sous contrôle. Et évidemment, personne, si on est très malade, la plupart des gens n'ont pas décidé de voyager. Quand on est infectieux, on essaye de protéger aussi les autres. Tout à fait, oui. Donc là, c'est une solution qui a des avantages et des inconvénients, mais qui peut nous permettre de revenir à une vie un petit peu plus normale. Oui, parce que si je peux juste finir, parce que j'avais lu pas mal d'études qui expliquaient qu'en fait, l'idée qu'on puisse transmettre ce virus sans avoir de symptômes, sans être malade, c'était incorrect. Qu'en fait, on ne peut vraiment être contagieux que si on a des symptômes. Étant donné que si on n'a pas de symptômes, à ce moment-là, le virus est très peu reproduit et donc on est très peu contagieux ou pas contagieux du tout. Et je voudrais connaître votre opinion là-dessus. J'ai lu plusieurs articles dessus, 4 ou 5. Ouais, et il y a des centaines d'articles qui disent plutôt le contraire, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on a du mal à contrôler l'épidémie. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont infectieux et qui ne le savent pas. En fait, il y a des formes asymptomatiques. On sait maintenant, avec toutes les études qui testent les gens régulièrement, et on trouve une fraction de 40% des gens qui n'ont aucun symptôme, en fait. Qui ont absolument aucun symptôme. Mais ça, on peut le savoir que quand on teste une grosse partie de la population et tout le temps. Là, on peut se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens. Et si, c'est ce qui rend l'épidémie beaucoup plus difficile à contrôler, le fait que les gens sont infectieux sans le savoir et donc transmettent le virus. Et c'est pour ça que c'est nécessaire d'utiliser les mesures de précaution. Les épidémies ou les maladies infectieuses où on a plus de symptômes, elles sont plus faciles à contrôler parce que les gens s'isolent forcément ou prennent des mesures, des gestes barrières. Là, c'est pour ça aussi qu'on a une situation assez difficile, c'est que on propage le virus sans le savoir. Juste sur le pass sanitaire, je vous ai donc mis un lien de ce qui est en discussion là, au niveau de la Commission européenne. Et donc, Morgane l'a rappelé tout à l'heure, donc peut-être que pour ceux qui n'étaient pas là, ce pass sanitaire va inclure soit la vaccination, soit un test PCR négatif de moins de 72 heures, soit un test PCR positif datant de 15 jours, c'est-à-dire montrant que vous êtes convalescent et que vous avez eu le virus il y a 15 jours. C'est bien ça, Morgane, ce que tu disais C'est plus que ça. Je crois que c'est dans les... Je sais plus. Je crois que c'était... Les discussions sont pas en tout cas, les discussions sont dans les 6 mois. C'était dans les 6 mois, je crois, quelque chose comme ça. Pour les 6 mois. Je vous ai mis le lien, c'est 15 jours. Voilà. Je vous ai mis le lien spécifique où ces infos sont... La page où vous pouvez trouver ces infos, c'est bien une discussion en cours. Pour l'instant, bon, déjà, faites-vous vacciner si vous le pouvez. Ensuite, le test PCR avant de prendre l'avion pour la France de moins de 72 heures est obligatoire pour l'instant. Voilà. Et on a des incertitudes sur tout le reste. Voilà. Juste avant de donner la parole à Lydie, j'ai une petite question. Est-ce que si on n'a pas de symptômes après le deuxième vaccin, ça veut dire qu'on n'est pas protégé, qu'on ne développe pas de réponse immunitaire? Non, pas forcément. Apparemment, si on est une femme, on a plus de chances d'avoir des symptômes. Si on est jeune, on a plus de chances d'avoir des symptômes. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas
qu'on n'a pas de protection. Non. D'accord. Lydie Trottmann, vous vouliez poser une question. Vous avez posé une question, mais je n'étais pas sûre de bien vous comprendre. Bonsoir à tous. Désolée, hein, j'ai fait une question à tiroir pour Morgane, qui est un peu plus spécifique, mais elle a montré dans la fin de sa présentation une différence de niveau d'anticorps entre les gens qui avaient été infectés et les gens qui avaient été vaccinés. Et je lui demandais si en fait cette différence n'était pas biaisée par le fait qu'on a été vacciné juste récemment et donc les taux peuvent être un peu plus élevés, mais est-ce qu'on ne va pas devenir, les gens vaccinés, on ne va pas avoir des taux qui vont descendre au niveau des gens infectés si on attend un peu plus longtemps pour mesurer? Est-ce que ce n'est pas un biais de l'étude? Et dans ce cas-là, est-ce que vraiment on va devoir, ça revient un petit peu aux questions d'avant, est-ce qu'on va devoir booster ces réponses? Est-ce qu'on connaît vraiment l'efficacité à long terme des vaccins? Ouais, pour l'instant, et donc très bonne question, Lydie, comme toujours. Lydie et moi, on se connaît, on a travaillé ensemble avant qu'elle décide de partir sur la côte ouest. Et donc, ouais, c'est un bon point. Mais si on regarde les autres données longitudinales sur les gens infectés, il y a plus de variabilité, en fait. Donc, je pense que le truc avec la vaccination, c'est qu'on s'assure qu'au moins, tout le monde sera au-dessus d'un niveau minimum, parce qu'il y a 10-15% des gens qui ont été infectés qui ne font jamais vraiment d'anticorps. Après, sur la durée, pour l'instant, la durée, elle est vraiment, on a des données à 6-9 mois pour les vaccins. Les vaccins étudiés, en fait, et ça reste dans la sorte de bande qui correspond, ça reste au-dessus, en fait, de ce qu'il y a pour les gens infectés à ces dates-là. Après, je pense que c'est vraiment une question de variabilité, en fait. Il y a moins de variabilité. Tout le monde est censé répondre plus, tout le monde répond plus au vaccin qu'à l'infection. C'est en partie, je pense, lié au fait que la protéine du vaccin, pour la plupart des vaccins, c'est une protéine stabilisée, donc elle est mieux pour créer une réponse, en fait. Et c'est pour ça, je pense qu'on a une réponse plus homogène dans toute la population. J'ai beaucoup de questions, donc je vais essayer de les sélectionner, mais beaucoup sont vraiment intéressantes. Alors, donc il y a une question de Asia qui dit « Le vaccin protège des formes graves, mais sait-on aujourd'hui de façon sûre si ça empêche la transmission du virus ?» Donc ça, maintenant, il y a de plus en plus de données là-dessus. Ouais. Oui, donc on sait, il y a des données en Israël, il y a une étude de sortie la semaine dernière au Royaume-Uni où on voit aussi une diminution des infections. Donc ce qui se passe peut-être, c'est qu'on peut être infectieux pendant un tout petit, un temps court, en fait. Mais il y a au moins une réduction, des infections qui est vraiment significative. Donc ça, c'est super important parce qu'au début, comme les vaccins n'avaient pas été testés, ils ont été testés contre les formes symptomatiques, mais pas contre la transmission, on ne savait pas du tout. Mais c'est plutôt des données super rassurantes. Donc c'est important aussi par rapport à la décision de se faire vacciner. C'est pas juste pour se dire qu'on ne va pas développer de forme grave, on ne va pas être malade, c'est aussi de se dire qu'on ne va pas transmettre le virus aux autres. Une autre question sur pourquoi, en fait, les vaccins anti-Covid sont toujours en autorisation temporaire et pourquoi les autorités tardent à délivrer une autorisation définitive. J'ai lu que c'était en cours, que ça prenait plusieurs mois, mais je vais te laisser... Ça prend du temps, en fait. C'est toujours pareil, c'est les décisions qui font que pour autoriser des vaccins, c'est pour s'assurer que, en fait, si on découvre au bout d'un moment, par exemple, les effets sur les thromboses, en fait, ici un cas pour 100 millions, on peut le savoir qu'une fois qu'il y a 100 millions de personnes vaccinées. Donc c'est pour ça qu'il y a des temps assez longs avant une autorisation finale pour s'assurer que s'il y a un effet qu'on voit que chez une personne sur 200 millions, on n'a pas donné l'autorisation avant d'avoir ces données. En fait, c'est pour accumuler plus de données. C'est plutôt rassurant, en fait, même. Oui, non, c'est vraiment pour la protection des consommateurs.
si on peut se dire. Je vais donner la parole à Nanou Rieu-Nier, pardon, puisque je crois qu'elle a levé la main, non? Je ne sais pas si on me dit qu'elle a levé la main. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai une question. Je vais bientôt rentrer en France, retrouver mes petits-enfants. Et je voulais savoir si les enfants sont toujours un danger pour les grands-parents. Est-ce qu'il faut les fuir ou est-ce que je vais pouvoir faire plein de câlins? Ouais, donc c'est vrai que donc les enfants peuvent être infectés et transmettre le virus. Et ils font partie de cette catégorie où il n'y a pas de forme grave beaucoup. Je pense que si on est vacciné, on peut faire des câlins. On peut faire des câlins à ses petits-enfants. Et puis, ça dépend aussi. Bon, s'il faut pas. Après, si c'est pendant les vacances aussi, ils ne seront pas forcément non plus en contact avec des centaines de. C'est toujours les mêmes règles de protection. Plus on est en contact avec beaucoup de monde, plus on augmente ses risques. Mais si vous n'allez pas dans des grands rassemblements tous les jours, je pense qu'il n'y a pas. Merci. J'entends plus Milka. Vous m'entendez, pardon? Oui. Donc, pour rebondir sur cette question, j'ai une question. Peut-on être vacciné, attraper le virus, même à faible dose? Alors, je ne sais pas trop ce que vous oui, donc, oui, donc c'est 95% et ces cas ça veut, donc, ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a aucun vaccin qui est efficace à 100%. Et il y a des cas, ce qu'on appelle breakthrough infections. Ici, c'est les cas en fait de gens qui sont vaccinés et qui ont après été infectés. Normalement, par contre, on en revient toujours à la même chose, ça protège des formes graves en fait. Mais ça peut arriver d'être infecté après un vaccin. Deux petites questions, je vois que l'heure tourne, sur est-ce que tu aurais, Morgane, un site à nous conseiller? C'est une question intéressante, je l'ai gardée, sur des données ou des graphiques de la progression des différents variants aux USA. Est-ce que tu aurais ça, que je pourrais d'ailleurs redonner dans une autre… Ouais, je ne l'ai pas là, juste là maintenant, mais le site du CDC, de la CDC, ouais. Il collecte les données sur les États-Unis. Et il y a vraiment, il y a aussi les données, je pense que c'est mieux pour avoir aussi les données régionales en fait, parce que même aux États-Unis, on voit, il y a des différences en fait. Dans le nord-est, il y a le variant B1.526 qu'on voit beaucoup moins sur la côte ouest. Donc il y a ce variant au sud. En Colombie-Britannique, il y a eu un outbreak de B1351. Donc il y en a un peu plus qu'ailleurs, mais ouais, je pourrais essayer de te transmettre le site du CDC. Est-ce qu'il y a des pathologies qui sont réfractaires au vaccin, me demande Yvette? Ce serait des contre-indications en fait qui voudraient dire qu'il ne faut pas qu'on se fasse vacciner. Je crois pas que ce soit le cas. Ouais, non, je suis pas sûre. Non, ou alors je comprends pas. Je sais pas. Non, je crois pas que ce soit le cas. Contre-indications, peut-être que ça doit être ça la question. Est-ce qu'il y a des contre-indications sur le fait de se faire vacciner? Peut-être des personnes qui ont déjà en fait une réponse immunitaire affaiblie. Est-ce que… Ouais, non, ceux-là, ils devraient être vaccinés en priorité, en fait. C'est vraiment les gens s'ils ont un système immunitaire le vaccin ne prendrait pas. Oui, oui, donc pareil, ouais. Ça, on n'a pas encore toutes les données. On sait que plus on est âgé, souvent moins on a une réponse importante ou moins on a une réponse de longue durée. En fait. Et les personnes immunodéprimées ont probablement aussi peuvent avoir des réponses immunitaires plus faibles.
Donc, on a répondu aux questions. Hein. Quelqu'un posait la question sur le vaccin de la grippe. Est-ce que ça va devenir un vaccin saisonnier? C'est possible, hein, c'est ce que tu disais. C'est tout à fait possible. Tout à fait possible. Voilà, une autre personne parle de la fiabilité du vaccin entre contracter des formes graves et ne pas attraper la maladie. Donc, ce que tu viens de dire, c'est qu'aucun vaccin n'est efficace à 100% et fiable, enfin sûr à 100%. Donc, on peut... Il y a des vaccins qui n'empêchent pas du tout la transmission, qui sont des très bons vaccins, qui n'empêchent pas la transmission de la maladie. Le vaccin contre le tétanos, il n'empêche pas d'être infecté, mais il empêche de développer la maladie. Donc, il y a certains vaccins qui fonctionnent sans bloquer la maladie. Par contre, maintenant, ce qu'on sait pour les vaccins Covid, c'est qu'ils bloquent aussi la transmission de la maladie. L'infection, en fait. Là, j'ai une question un peu plus technique, peut-être que Serge Morel, donc, qui est conseiller consulaire, alors, je ne sais pas s'il pourra répondre là immédiatement, mais pour un voyage en France avec escale, il est demandé un test PCR négatif dans les 72 heures avant le départ du premier vol. Qu'en est-il si l'escale dure 3 jours? Doit-on refaire un test PCR dans la ville de l'escale pour respecter les 72 heures? Alors, ouais, c'est une question que je viens de voir. Théoriquement, parce que il est prévu avec cette test avant de 72 heures que s'il y a une escale, c'est parce que vous changez l'avion et vous restez dans l'aéroport. À mon avis, il me semble, si c'est un escale de 3 jours, vous sortez de l'aéroport. Alors, à ce moment-là, vous êtes mixte dans une population, sauf si vous êtes dans un hôtel où il y a l'isolement. À ce point-là, logiquement, je pense que le test serait invalidé. Mais c'est une question que je vais poser au consulat parce que c'est la première fois qu'on me pose cette question et c'est très intéressant. Parce que j'avais pas Sylvain, si vous pouvez donner votre email en... Je vais envoyer un petit mail avec, pour me en privé, passer la question. le faire. Je vais prendre une dernière question d'André, mais juste avant, il y en a Nanou qui dit qu'est-ce que tu penses des nouvelles ouvertures là en France avec des expos autorisés pour 5000 personnes, le restaurant en terrasse pour 6 personnes. Quelle opinion tu as de ça, Morgane? J'ai lu que certaines personnes jugeaient que c'était trop tôt, trop précipité. Est-ce que tu as une opinion là-dessus ou... Oui, mais on sait pas non plus, parce que je crois que c'est conditionné à une baisse quand même des contaminations dans certains endroits. Donc, j'imagine que ce sera localement dans les départements où il y a quand même une baisse des doses, des taux d'infection. Oui, j'espère qu'il y aura des rassemblements de 5000 personnes. S'il n'y a pas de mesures de précaution, je pense que c'est vraiment... On voit ce qui se passe en Inde. En Inde, ils avaient 3 cas en janvier, en février. Et ils pensaient que tout était bien. Et il y a eu c'est des beaucoup plus grands rassemblements, mais il y a eu des énormes rassemblements. Et je pense que ce qu'on voit depuis un an, je pense qu'on sait que des énormes rassemblements, c'est pas franchement une bonne idée. On voit les conséquences un mois après. Merci. On va donner la parole à André. Après, on prendra une dernière question et on va s'arrêter là parce qu'il est 6 heures. Je ne sais pas si André peut prendre la parole. On ne l'entend pas. Allô, allô. Je ne sais pas pourquoi. Ah, voilà, je suis finalement unmute. Merci beaucoup de prendre nos questions, j'apprécie beaucoup. Donc, je voudrais juste comprendre comment sont calculés ces 95% d'efficacité. Ce que ça veut dire spécifiquement, parce que je suis un peu scientifique et tout. Et je donne un exemple, un ami indien, toute sa famille a été vaccinée en Inde, ils ont tous attrapé le Covid. Donc, je voudrais comprendre qu'est-ce que ça veut dire, ce 95%. Merci. Donc, alors, 95%, c'est le chiffre après, les essais cliniques, en fait. Donc, il y a eu 40 000 personnes qui ont été randomisées. La moitié ont reçu un vaccin, l'autre moitié ont reçu un placebo. Et après, au bout c'est le suivi de 2 mois ou 6 mois, ça dépend.
on a compté le nombre d'infections dans le groupe qui avait eu un placebo et compté le nombre d'infections dans le groupe qui avait eu un vaccin. Et dans le groupe qui a eu le placebo, il y a eu beaucoup plus d'infections et donc une différence de 95%. Je peux retrouver les chiffres. J'ai les chiffres. Et donc, c'est, par exemple, si on prend le vaccin Pfizer, il y avait le vaccin Moderna, par exemple, il y avait 11 cas symptomatiques avec les gens qui avaient reçu le vaccin et il y en avait 185 chez les gens qui ont reçu un placebo. Et les cas de Covid sévère, il y avait 0 cas chez les gens qui avaient reçu un vaccin et 30 chez les gens qui avaient reçu un placebo. Donc, c'est comme ça, en fait, que l'efficacité est calculée. Après, maintenant, on a aussi des calculs d'efficacité en conditions réelles, comme ce qu'on voit avec Pfizer ou même les premières données aux États-Unis, où on voit que l'efficacité de ces vaccins elle reste à 90%. Après, en Inde, ça dépend de quel vaccin été utilisé. Ça dépend si c'était des gens aussi qui avaient reçu les 2 doses du vaccin, parce que la protection après une seule dose, elle n'est pas complète. Donc, il faut attendre 2 semaines après la 2e dose pour avoir une protection complète. Oui, AstraZeneca, bon, s'il n'y a pas eu les 2 doses, la protection, elle est limitée. Oui, puis ça dépend en plus avec quel vaccin. Donc, effectivement, en Inde, on s'est fait vacciner. Et comme tu le disais, il y a très peu de gens qui se sont fait vacciner, au final, à proportion de la population. Ouais. Alors, dernière question sur l'espacement entre les 2 doses. En fait, c'est différent selon les pays. Oui, alors, donc c'est pareil, on en vient à ce qui a été testé. Et donc, les essais cliniques donnent, donc ça donne une règle, parce que c'est la règle de ce qui a été testé. Après, on peut espacer les doses plus. Et a priori, si on regarde les autres études, d'autres études antérieures en vaccinologie, c'est plutôt une meilleure réponse secondaire si on espace plus les doses. Donc, ce n'est pas un problème. Je sais qu'en France, il y a l'espacement des doses est souvent plus long que ce qui est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, le but, c'est vraiment de vacciner tout le monde avec 2 doses le plus rapidement possible. Donc, ils ont pris la dose standard minimum. En France, je pense qu'ils essayent de vacciner plus de monde et donc ils laissent un intervalle plus long. Mais la réponse secondaire, elle peut être plus élevée en attendant plus longtemps. Le problème, c'est qu'il y a un intervalle de temps entre la première dose et la 2e dose. On n'est pas vraiment protégé. Enfin, on est beaucoup moins protégé et qui va être plus long, en fait. En fait, c'est un équilibre entre vacciner le maximum de personnes et en même temps, celles qui ont été vaccinées, ne pas trop les laisser avec une seule dose parce qu'elles peuvent continuer à s'infecter et à transmettre. Donc, c'est cet équilibre. Donc, même si on voit d'efficacité, parce que c'est la stratégie du Royaume-Uni, il y a une énorme diminution des cas et ça marche de faire cette stratégie-là. Je pense qu'on en revient toujours même. Aux États-Unis, on est privilégié. Il y a des doses pour tout le monde. Donc, on sait qu'on peut donner 2 doses à tout le monde rapidement. Mais avoir des doses plus espacées, c'est pas un problème. Et ça peut même être mieux. Parce que historiquement, pour développer un vaccin, ce qu'on cherche plutôt à faire, c'est de raccourcir le temps. Juste parce que pour des raisons pratiques, en fait, les gens veulent être protégés le plus rapidement possible. Et aussi... parce que si on dit aux gens de revenir c'est plus facile de revenir à un rendez-vous dans 1 mois que de revenir à un rendez-vous dans 6 mois. Il y a aussi ces questions un peu pratiques. De logistique, en fait, et de logistique, de distribution des vaccins. Ok, merci beaucoup. Alors, quelqu'un a juste posé la question entre les recommandations différentes aux États-Unis et en France. Je vous invite à regarder le site de la CDC qui, en fait, met à jour à chaque fois les nouvelles recommandations. Et donc, j'ai mis le lien sur le chat
Et vous pouvez aussi voir dans chaque county, parce que aux États-Unis, c'est vraiment avec chaque county, les recommandations peuvent varier. Et en France, je vous ai aussi mis le lien pour suivre la situation sanitaire en France avec les recommandations qui vont évoluer en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. En fait, c'est ce que tu disais, Morgane, hein, c'est vraiment en cours. Merci beaucoup, c'était intense. Encore beaucoup de questions que j'ai reçues par email aussi, mais bon, on n'aura pas le temps d'y répondre. On aura peut-être l'occasion de refaire un autre webinaire comme ça, en espérant ne pas en refaire. Mais bon, merci infiniment, Morgane, pour ton temps et ce que tu fais. Voilà, c'est très, très, très utile. Merci à Serge Morel qui était là et qui a répondu aux questions plus pratiques, administratives. Et merci à Odile pour la gestion technique de ce Zoom. Merci à toutes et tous. Je vous enverrai donc le lien de l'enregistrement que vous recevrez d'ici peu. Voilà.